bienvenue à cette capsule sur la compétence 4, besoin de la clientèle atteinte de maladies et d'incapacités physiques. Aujourd'hui, nous aborderons le premier chapitre, chapitre 1, sur le système cardio-respiratoire. Juste avant de débuter, je fais ce que vous voyez ici à l'écran. Un petit rappel sur les 14 besoins fondamentaux qui ont été vus dans une autre compétence. Pourquoi que je vous fais un petit rappel à ce sujet? Simplement parce que comment qu'on fonctionne dans le module sur les maladies, vous allez avoir les maladies et on va vous demander des soins à faire. Les soins qui sont reliés sur un besoin perturbé. Donc, en ayant les besoins perturbés, ça serait quand même bien de se rappeler quels sont les fameux 14 besoins qui risquent d'être perturbés. Fait que vous avez cette information-là. Toujours, d'ailleurs, mon PowerPoint est inspiré, cette présentation, pardon, est inspirée du guide de CEMEC. Vous retrouvez cette présentation-là ici à la page 5. Ce que vous voyez à l'écran en passant, c'est la plateforme TIC-FP, comme je vous ai déjà mentionné, qui vous rend disponible les guides CEMEC en attendant pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas encore leur manuel. Donc, fait que c'est ça. Petit rappel sur les 14 besoins. Donc, c'est pas je ne vous demande pas de reconnaître les 14 besoins dans le code de maladie, mais c'est sûr et certain que si, par exemple, on vous parle d'un patient, comme on va voir un peu plus tard dans cette capsule, qui a de la misère à respirer, qui est atteint de MPOC, par exemple, mais c'est sûr et certain que son besoin perturbé sera respiré. Et vous pourrez me dire qu'est-ce que vous pourrez faire, vous, pour satisfaire son besoin. Et regardez ici, on a mis des niveaux d'autonomie. Donc, le niveau 1 à 4. Donc, toujours ça aussi à la page 5 de votre guide CEMEC. Et maintenant, je vais vous présenter un PowerPoint que j'ai fait pour vous aider. Donc, ce que vous voyez ici, on va commencer avec le premier chapitre cardiovasculaire. Je vous donne l'information et c'est sûr et certain que si vous avez des questions, je vais vous inviter à écrire soit dans le commentaire sur Classroom ou m'envoyer un courriel euh, à l'adresse que vous connaissez déjà. Donc, une présentation que je remercie ma collègue Patricia Frenette et que j'ai moi-même modifiée un petit peu. Donc, première chose en passant, pour ceux qui aimeraient suivre peut-être avec le livre, c'est sûr et certain comment j'ai fonctionné. Toute la première partie, je parle beaucoup de l'anatomie, donc les composantes du système. Et par la suite, vous aurez les maladies. S'il y en a qui se posent la question, Pascal, est-ce que c'est important de connaître tous les composantes du système? Je vous réponds tout de suite que non. On ne fait pas ici un cours en médecine, mais c'est toujours intéressant de savoir, OK, si le cœur fait de l'insuffisance cardiaque, ben, comment que le cœur fonctionne. Fait que c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu les informations. Et dans la présentation, vous avez été chercher cette présentation-ci, l'explication vidéo. Vous allez avoir des petits liens vidéo qui sont intéressants pour aller approfondir ou peut-être un petit peu mieux comprendre, mettons, le fonctionnement du cœur et les vaisseaux sanguins. Donc, première partie, ici, on voit notre cœur qui est divisé en deux parties. En passant dans le corps, on a toujours identifié les veines en bleu et les artères en rouge. Dans le rouge, on parle du sang qui est oxygéné, qui va partir et qui s'en va à nos cellules. Et en bleu, on vous parle du sang qui est non oxygéné, qui va partir de vos cellules, qui va revenir au cœur et aller au poumon pour pouvoir obtenir de l'oxygène. Donc, c'est toujours comme ça que notre cœur fonctionne. Euh, on va parler aussi de ce qu'on appelle de la grande et de la petite circulation. La grande circulation, c'est très simple, c'est qui part du cœur, qui s'en va, je vous dirais, jusqu'à la gros orteil. Donc, ça, c'est la grande circulation. Et la petite, c'est le sang qui est non oxygéné, qui part du cœur jusqu'au poumon. Donc, petite étant un petit trajet, mettons. Fait que voilà. Donc, vous avez les composantes. En passant ici, vous avez différentes parties. Là. On parle du ventricule droite, ventricule gauche, les oreillettes droites, veine cave supérieure ici vers le haut et veine cave inférieure qui va partir du bas.
l'aorte, qui est une grosse artère, une grosse, oui, comme ça, et l'artère pulmonaire. Petite parenthèse très simple ici, pourquoi qu'on a toujours des veines et exceptionnellement, on retrouve le mot artère pulmonaire. Puis là, vous allez dire, attends, Pascal, je ne comprends pas, tu viens de me dire que les veines, c'est du sang non oxygéné et une artère, c'est du sang oxygéné. Et là, ici, tu me dis que le mot artère pulmonaire. Eh bien, très simple, le mot artère signifie que ça sort du cœur. C'est la seule exception. Comme toutes les règles de français, les exceptions de français, hein. Donc, c'est la seule ici, je vous dirais, où ce qu'on a le mot artère pulmonaire. Donc, je vous rappelle, titre indicatif des composantes du cœur. Vous voyez ici le cœur, comme vous remarquez, qui est très, très riche en vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on va appeler les artères coronaires. Des petits tuyaux très fins qui, malheureusement, on va en entendre parler de façon peut-être un peu plate, mais c'est lorsque les gens vont faire peut-être un infarctus ou des crises d'angine, qu'on verra un petit peu plus tard. Infarctus, crise d'angine, c'est vraiment un blocage d'une artère coronaire. Ces artères coronaires-là sont très fins, très petites, donc ils peuvent s'encrasser assez facilement de ce côté-là. Et vous voyez ici aussi en même temps tout le système électrique. Je vous dirais que le cœur est un des appareils qui est les plus, comment je pourrais dire, le plus autonome d'une certaine façon, c'est qu'il a sa propre électricité et il produit lui-même. Il n'a pas le choix d'être autonome d'une certaine façon parce qu'il doit battre. Et si le cœur ne bat pas, ben, malheureusement, il va arrêter. Fait qu'on n'est pas en bonne situation. Donc, voilà. En passant, je vous invite, je le dis malheureusement peut-être un peu plus tard dans la présentation, mais je n'hésite pas à faire pause, à reculer pour aller voir s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Et je vous rappelle, ne pas oublier, si vous avez besoin, de venir, de m'envoyer des questions, commentaires à ce sujet-là. Donc ici, quand je vous disais la grande circulation, la petite circulation, c'est un petit peu le dessin qu'on le démontre d'une certaine façon. Vous avez ici donc le côté droit du sang qui est non oxygéné. Attendez, je vais juste aller me chercher. Hop. Bon. OK, attendez ici. OK. Donc ici, vous voyez mon point rouge. Donc, le côté droit du sang non oxygéné qui arrive du corps, donc qui arrive de toutes les cellules ici vers le bas. Ça ici est une cellule qui peut être n'importe quelle partie. Donc, qui va faire qui va monter, qui va s'en aller au cœur. Par la suite, le cœur va venir le pousser dans les poumons. Ça ici est un alvéole. Donc, il va venir pousser dans les poumons pour ensuite expirer la cochonnerie et rentrer dans la bonne oxygène. La bonne oxygène passe toujours dans les poumons et s'en vient faire un autre chemin, s'en vient au cœur, qui va venir se promener ici et qui va être à chaque battement cardiaque, qui va s'en retourner dans votre cellule ici. Et ainsi de suite. Et votre cœur va faire ça 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour une durée moyenne d'à peu près 85 ans. Donc, quand même une grosse machine qui va toffer assez longtemps. Ici, en passant, tous les liens qui sont là, qui sont présentés ici dans la présentation, vous les retrouverez aussi dans les explications. Ça peut être intéressant à les vérifier. On explique un autre système un petit peu comme ce que je viens de vous dire. Puis, vous allez peut-être entendre aussi le mot qu'on appelle l'échange gazeux. Donc, l'échange gazeux, c'est ça un petit peu, c'est l'échange qui se passe entre le CO2 et l'oxygène. Donc, deux petites vidéos qui peuvent être intéressantes à les consulter. Je vous rappelle, j'ai mis les liens. Comme je disais, donc, le cœur étant une très, très belle machine, une super de belle pompe. Je vous parle un petit peu aussi de la fameuse pression artérielle. Il n'y a peut-être pas grand monde qui savent un petit peu c'est quoi cette pression artérielle-là. On sait souvent la pression, mais des fois, on a de la misère à identifier les deux chiffres qui sont ici. Le premier, ce qu'on dit 120/80, c'est la force de contraction de votre cœur. Le 120, c'est la force que votre cœur doit pousser le sang dans votre corps pour pouvoir le faire circuler. Et le 80, c'est la pression interne que le cœur a pour éviter que le sang revienne constamment en arrière. Donc, c'est vraiment un petit peu. Je vous dirais que je représente ça un petit peu à un moteur de voiture.
Le 120-80, c'est comme quand votre voiture, vous la partez puis elle est au repos. Et votre pression va être augmentée parce que votre corps, vous allez lui solliciter à différents moments. Par exemple, vous avez à courir, vous avez à marcher, vous avez à vous tenir debout. Vous avez même aussi à étudier. Donc, votre corps va venir changer cette pression-là avec différents facteurs. Et l'autre mesure du cœur, donc qui vient dire le fonctionnement du cœur. Donc, on a la première mesure qui est la pression artérielle et la deuxième mesure qui est la force de contraction, les fameux battements par minute. Donc, c'est là de voir votre cœur, le fonctionnement, comment il pousse la machine. Fait que c'est un petit peu, c'est ça ici, l'autre mesure. Je vous en parle parce que vous, en tant que préposé aux bénéficiaires et éventuellement peut-être aussi auxiliaire familial, vous serez appelé peut-être à aller voir, à aller faire ce calcul de mesure-là. Peut-être même que vous le faites déjà aussi à la maison par des appareils automatisés. Donc, c'est fort possible. Et c'est comme ça, c'est les deux mesures du cœur, voir s'il est fonctionnel à 100%. Donc, et vous savez que dans le cœur, il y a un liquide très important qui est le sang, qui est vraiment le nectar de la vie. Donc, c'est vraiment lui qui va vous servir à tout. Ici, on a mis 4 fonctions. Premièrement, le transport de l'oxygène. Vous savez que les globules rouges vont transporter l'oxygène pour nourrir les cellules. Vous avez aussi, peut-être que vous avez vu ça un petit peu dans le système, dans la compétence infection et contamination, la compétence 6, où on parlait de la défense de l'organisme par les globules blancs. Ici, on a aussi la coagulation, qui est jouée par les plaquettes. Les plaquettes étant, quand on se coupe, lorsque le sang veut qu'il arrête, c'est vraiment les plaquettes qui vont jouer ce rôle-là. Et, dernier rôle, le plasma sanguin, qui est lui, qui est toute la valeur nutritive qui apporte les nutriments à toutes les cellules. Donc, c'est vraiment lui qui va jouer le rôle du plasma sanguin. Dans l'exemple que vous avez ici, c'est deux prises de sang, mettons, où ce qu'on en aurait mis une dans une forme de centrifugeuse pour venir séparer le plasma des globules rouges. Mais sinon, c'est un mélange qui est homogène, donc qui est vraiment bien fait dans le corps. Fait que ça, c'est vraiment des composantes. En passant, on parle, si vous posez la question au niveau de la quantité du sang, on parle de 4 à 5 litres de sang dans le corps, qui est sensiblement le même chez l'homme et chez la femme. Peut-être vous dites, ouais, mais chez la femme, avec les menstruations, on devrait en avoir plus. La réponse, non. C'est que le sang doit peut-être être produit plus rapidement. Ce qui fait que d'ailleurs, que s'il y a des femmes qui ont des menstruations plus abondantes, vont perdre du sang plus important, vont là peut-être avoir des difficultés de type l'anémie. L'anémie étant pas un défonctionnement, pardon, une malfonction des globules rouges qui a de la difficulté à transporter l'oxygène. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport, Pascal, quand on dit que de l'anémie, je manque de fer et je fais d'anémie? Très simple, c'est que le fer est une composante dans la globule rouge qui va maintenir l'oxygène en place. Donc, c'est pour ça quand on dit qu'on manque de fer, mais c'est souvent l'anémie qui va faire en sorte qu'il va y avoir une problématique au niveau du transport de l'oxygène. Fait que c'est une petite chose comme ça. Peut-être on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, voici ici, à la page 25, ici, de votre guide, vous allez avoir des composantes, je vous dirais, composantes pas des composantes, mais pardon, des termes qui pourraient être utilisés dans le système cardio-respiratoire. Donc, il y a des termes que vous retrouvez à la page 25 de votre guide CEMEC. Des termes de base que vous allez entendre parler assez souvent dans le module cardio-respiratoire, puis peut-être aussi dans d'autres systèmes. La dyspnée étant la difficulté à respirer. Donc, vous avez la définition. L'orthopnée, c'est des gens qui ont de la difficulté à respirer couché. Le meilleur exemple qui me vient en tête, vous avez une grosse journée, une grosse grippe, vous êtes congestionné. C'est rare que vous allez être couché à plat. Hein? On va souvent vous... attendez un petit peu. On va peut-être plus surélever, par exemple, votre tête. Donc, ce qui fait que vous allez
vous... non, pardon. Tu sais, vous allez vous retrouver avec la tête de lit, mettons, comme ça ici, tu sais, avec un petit angle. Là, vous excuserez mes dessins. Fait que vous allez vraiment comme être comme ça ici. Pour justement vous faciliter à respirer. C'est ce qu'on va, comme je vous dirais, appeler de l'orthopnée parce que vous n'êtes pas capable d'être couché à plat. En passant, beaucoup de personnes âgées, vous allez voir, ne dorment jamais, jamais couchées à plat sur le dos. Tachypnée, respiration très rapide qui peut arriver dans différentes difficultés. De la bradypnée qui est le contraire, donc une respiration plus lente. De l'apnée. Le meilleur exemple qui me vient en tête, l'apnée du sommeil, hein, qui est une difficulté à une absence de respiration ou faire des périodes d'apnée pour ça. Sifflement de la respiration, donc on va retrouver ça peut-être chez les gens qui font de l'asthme, qui font des bruits à la respiration, de la toux, hein, c'est tousser, comme on le connaît. Des expectorations, c'est les fameux crachats. Euh, Important ici, j'ai gardé la petite note ici qui vous dit que quand vous avez des crachats, ça va être important, ça va peut-être être plate ce que je vais vous dire, mais ça va être important de valider les crachats. Est-ce qu'ils contiennent du sang, de la couleur, ces choses-là, puis de le mentionner à l'infirmière. Au niveau de la peau, des termes aussi que vous avez peut-être déjà entendu parler, étant donné qu'on vous a fait, la plupart ont fait le petit quiz. Cyanose, hein, qui était à l'extrémité bleutée. On peut voir ça aussi un jour, si on peut ouvrir les piscines. On va pouvoir, ou si on a déjà ouvert la piscine, des fois les enfants vont se retrouver avec de la cyanose. C'est des extrémités, la coloration bleutée de la peau qu'on peut retrouver des fois au niveau des doigts et de la bouche. Très commun. Pâleur, donc les gens qui vont avoir la peau plus pâle, blanchâtre, rougeur, hein? Faciès rouge, donc la face rouge. L'édème, qui veut dire le mot enflure, donc l'accumulation de liquide dans les tissus quand on se cogne, par exemple, c'est quand on se blesse. Un échymose ou un fameux bleu, hein, qui est ce qu'on retrouve assez régulièrement quand on tombe. Et l'hématome, c'est comme un bleu, mais c'est l'accumulation de sang, mettons, à l'intérieur. Donc la lésion bleutée accompagnée d'un édème. Commun aussi des fois si on se blesse, puis des fois que le sang n'a pas percé. Fait qu'on peut avoir ça, un hématome, ou des fois des hématomes peut-être un peu plus volumineux lorsqu'il y a un accident de voiture, par exemple. Ensuite, vous allez au niveau des liquides, le mot hémorragie, hein, qui est un saignement abondant, un écoulement de sang qui est très important. Un mot ici qui peut être très intéressant dans une discussion 5 à 7, l'épitaxie, qui veut dire le mot saignement de nez. On verra peut-être dans certaines problématiques, par exemple la haute pression qui va arriver. Les écoulements nasales, hein, très, très communs dans le cas d'infection respiratoire par le nez, quand le nez nous coule, mettons. De la diaphorèse, c'est que vous allez vraiment suer abondamment. On parle vraiment de grosses transpirations abondantes. D'autres manifestations qui peuvent arriver, bon, la douleur qui peut arriver sur différentes formes. L'asthénie, c'est comment je pourrais dire, c'est que la personne veut rester au lit ou au fauteuil puis ne souhaite pas participer aux activités. C'est comme elle est fatiguée, elle n'a pas le goût de fournir d'efforts, elle manque de force, elle est épuisée, elle a juste besoin de dormir. Honnêtement, là, ça me fait penser à un ado, ça. Tu sais, un ado qui a de la misère à se lever puis qui est pas du monde, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des ados à la maison, c'est l'image que vous pouvez vous en faire. Ensuite, la perte d'appétit, la personne va refuser de manger. On peut aussi entendre le mot anorexie. Et là, je veux juste faire attention, la perte d'appétit, le mot anorexie. On ne parle pas de l'anorexie, le problème de santé mentale au niveau de la nutrition habituellement chez les jeunes filles. Mais ici, on parle d'anorexie qui est une absence de manger. Donc, vraiment, la personne n'a pas faim. On peut retrouver aussi des étourdissements. Donc, ces fois, ça vous arrive lorsqu'on peut se lever rapidement ou la pression artérielle et d'anxiété, donc les battements cardiaques. Quelqu'un qui fait une crise d'anxiété, par exemple, va avoir différents symptômes qui pourraient, en passant, s'apparenter à une crise cardiaque. OK? Euh, donc, là, ici, on va embarquer vraiment dans les maladies. Donc, à partir de la page 27 de votre guide, on part des maladies. Donc, toujours le même setup. Hein? On a les composantes, on vous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est. Je vous donne certains termes et ensuite, on va passer sur les maladies. Une des premières maladies qu'on va peut-être entendre parler souvent, c'est la fameuse angine et infarctus. Angine, infarctus du myocarde. Une petite erreur ici, là, que le « et » n'a pas rapport là. OK. Fait que c'est pour ça. Maladie coronaro-artério-sclérosante. C'est le mot MCAS.
Ici, vous avez comme... Qu'est-ce qui arrive si la personne a une artère de bouchée? Souvent, c'est la première cause des maladies cardiaques, souvent. Et qu'est-ce qui va se produire? Donc, vous avez ici à l'image, ce que vous retrouvez d'ailleurs à la page 24, vous avez une image qui dit un petit peu le processus de débouchage, mettons, des artères. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais moi, je le dis. Donc, ici, on a une artère qui est congestionnée, qui est vraiment plein d'accumulation d'athéromes. Athéromes, ce sont des plaques composées de gras, de sang, de tissus fibreux, de dépôts de calcaire. Athérome, où on va peut-être entendre aussi le mot athérosclérose. Donc, le mot athérosclérose, l'artériosclérose, c'est des plaques d'athérome. Artério et artério, athérosclérose avec le H. C'est le terme, là, deux mots qui se ressemblent, là, mais même moi j'ai de la difficulté, mais quand il y a le H, artériosclérose et athérosclérose, c'est des plaques d'athérome et l'artériosclérose est un durcissement des artères. Donc, vos artères qui devraient être élastiques ne le sont plus. Qu'est-ce qui arrive? Donc, on va insérer un cathéter. Moi, j'appelle ça un ballonnet. Euh, un, le terme aussi utilisé, ça peut être un stent. OK? Donc, on installe un ballonnet où ce qu'on va venir gonfler le ballon. Comme vous voyez ici, ça vient déboucher les artères. Et on va venir laisser le spring à l'intérieur pour que ça circule convenablement. Je vais juste vous dire qu'il y aura plein de notions. C'est sûr qu'une personne qui va se faire ça va devoir changer ses habitudes de vie, son alimentation, toutes ces choses-là. Donc, ici, on a des signes précurseurs de l'angine ou l'infarctus. Donc, des choses vraiment, on parle de douleurs, hein, des douleurs dans le cou, la mâchoire, vraiment qui vont s'irradier. OK? Donc, ils partent du cœur, mais ils montent. Fait que c'est des douleurs irradiantes. Douleur dans la poitrine ou sentiment de pression qui va durer de 5 à 15 minutes. Donc, vraiment un point au cœur. D'autres symptômes peuvent arriver comme la nausée, fatigue ou la transpiration. On peut avoir un sentiment de vertige ou d'être confus. Un souffle court, surtout chez les personnes âgées, donc ils ont vraiment de la difficulté à respirer. Puis on peut même aller de cette douleur-là ici qui veut s'irradier, mais aussi pourrait s'irradier dans le bras, dans les épaules et même dans le dos. OK? C'est sûr certain que si vous avez ça ici, là, très important, cette présence de symptômes-là, allez le dire à votre infirmière en STAT. Ça veut dire le plus vite possible. Donc, STAT qui veut dire immédiatement. On va aviser. Petite particularité, l'angine va souvent être soulagée par le repos et la nitro. La nitro étant un médicament qu'on va donner, un médicament qui sera donné en dessous de la langue, soit par spray, on va donner à peu près à intervalle de 5 minutes, à peu près, non, je pense que c'est aux 5 minutes. Donc, une première dose, 5 minutes après, une deuxième dose, et 5 autres minutes, une autre dose, 3. On dit jusqu'à maximum 30 minutes, là, mais souvent, vous allez voir, si c'est le cas, appelez le 911 au plus sacrant, si c'est le cas, ou avisez l'infirmière. Hein. Et l'infarctus, la différence, c'est qu'elle ne sera pas soulagée par la nitro ou le repos, parce que ça va vraiment durer plus que 30 minutes. Donc, c'est ça un petit peu les différences. Entre l'angine, c'est vraiment une douleur qui va se calmer, qui va souvent arriver lors de l'effort physique ou d'un effort physique et qui va se calmer par la suite lorsque ton corps t'arrête ce fameux effort-là et tu as pris la médication. L'infarctus, elle, par exemple, c'est vraiment une mort du cœur, OK, qui va vraiment dire que la personne s'est rendue beaucoup plus grave. Okay? Ici, vous avez un petit peu la différence entre les deux. OK? Entre l'angine et l'infarctus, c'est sûr et certain que on la catégorie, ça se ressemble beaucoup. Hein. Des fois, au niveau des symptômes, on pourra voir les symptômes qui sont inscrits dans le. Ah, je pensais qu'ils étaient dans. Non, mais ils ne sont pas dans le document. Mais donc, la douleur thoracique, lorsque le cœur manque partiellement d'oxygène, la douleur va apparaître souvent après avoir fait d'exercice physique, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment un rétrécissement des vaisseaux parce que imaginez-vous que vos vaisseaux sont encrassés comme ça ici. Là. Tout encrassé, c'est sûr que le sang circule moins bien, puis il peut risquer de staller ici, là, où est-ce que mon petit point rouge. Mon petit point rouge ressemble même d'ailleurs à une globule rouge. Là, pour ça. La douleur dure quelques minutes et disparaît au repos. Et de l'autre côté, l'infarctus, c'est vraiment une obstruction, un blocage d'une artère coronaire qui va vraiment interrompre l'apport de sang. Fait que c'est souvent même de façon permanente. OK?
Et cette nécrose-là, donc cette interruption-là, ici, si vous remarquez dans le bas de mon dessin, elle va vraiment faire mourir le cœur. Donc là, on est vraiment... Et quand c'est mort, moi, je connais rien qui revient à la vie, là, à part dans les films de Walking Dead. Là. OK? Donc, ça, là-dessus, là, ça va toujours rester. Fait que ici, vous voyez un petit peu l'interruption qui peut être faite. Fait que, donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Ici, une petite vidéo qui peut être intéressant, c'est l'infarctus du myocarde, la fameuse crise cardiaque. Une petite vidéo qui va venir vous parler un petit peu de ce qui peut se produire dans le corps lors de cette problématique-là. Fait que c'est bon. Ensuite, on continue, je vous rappelle. On parle de l'insuffisance cardiaque. C'est quoi ça, l'insuffisance cardiaque, que vous retrouvez à la page 28? L'insuffisance cardiaque, c'est vraiment quand, ici, là, j'ai mis l'exemple, la contraction de votre cœur. Donc, c'est vraiment ce qui va faire que ça se bat devient beaucoup plus difficile. Donc, c'est ce qu'on dit que le cœur est à bout de souffle. Là. Il est vraiment épuisé, fatigué. Donc, c'est ce qu'on appelle faire de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez ici, il y a une image. Donc, le cœur normal. Et là, regardez à côté, faire de l'insuffisance cardiaque. Donc, on parle vraiment d'un cœur qui est endommagé, qui est vraiment usé, là, fatigué. D'ailleurs, c'est souvent même, c'est plate, mais c'est souvent un processus qui peut être même normal chez les personnes vieillissantes, les personnes âgées, mais c'est sûr et certain qu'à un niveau normal, là, ici, on parle vraiment d'une problématique importante où ce que le cœur n'est pas capable, donc il est vraiment de la difficulté à venir faire son travail correctement. Donc, ce qu'on va avoir dans les cas d'observation ici, vous allez avoir de l'étouffement. Okay? Souvent, un enflement des pieds. Pourquoi ici qu'on dit les pieds enflés? Bien, c'est normal, le cœur a de la difficulté à faire son travail. Donc, ce qui fait de circuler le sang. Et le liquide, l'enflure, c'est des déchets de le sang qui doit promener. Fait que ce qui fait que là, ça devient plus difficile pour ça. Manque d'énergie. Hein? C'est des gens qui sont... ils n'ont pas d'énergie, ils sont endormis. Des problèmes à dormir, hein, souvent dus à la respiration. On parle de ballonnement, des toux avec des expectorations, ils toussent. L'augmentation des mictions nocturnes. Pourquoi les mictions nocturnes? Ben, encore là, c'est la même chose. Hein, le sang qui dégage, qui nettoie l'organisme, mais c'est le sang aussi qui amène ça au rein. Fait que si notre corps a de la difficulté dans le jour, ben, c'est sûr et certain qu'il va le faire de nuit, étant donné qu'il y a juste ça qui fonctionne. On peut même avoir des pertes de mémoire, de la confusion. Qu'est-ce que nous, on va faire? Donc ça ici, les soins de l'insuffisance cardiaque, donc ça veut dire vraiment qu'est-ce que vous allez faire. Et on l'identifie très bien à la page 28 et 29. On vous donne vraiment les manifestations. Manifestations étant, qu'est-ce qu'on observe? Les besoins de la personne, comme je vous parlais dans la vidéo, les besoins des 14 besoins fondamentaux. Et on vous dit les moyens à prendre pour vous. Donc, les moyens à prendre, c'est des choses que vous pouvez faire concrètement. Fait que ici, ce qu'on voit, ben, on dit qu'on pèse la personne d'hier. Puis d'hier qui veut dire à tous les jours. Pourquoi? Ben, c'est à cause de l'accumulation de liquide. Au même titre que le bilan ingesta-excréta. On veut s'assurer de tout ce qui va rentrer, on veut qu'il le sorte. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'accumulation de liquide. Le cœur n'est pas capable de le déplacer correctement. Donc, on va faire un bilan ingesta-excréta qui, d'ailleurs, dans une autre compétence, on va discuter, on verra comment les faire, ces fameux bilans-là. On va limiter les liquides. Ce qu'on veut, c'est que s'il y a 1500 millilitres qui va rentrer dans le corps, on veut aussi qu'il en sorte 1500. C'est ça qu'on a de besoin. Fait que ce 1500-là doit sortir aussi. Et si on en retrouve malheureusement 1000, ce qui fait qu'on a donc 500 de plus dans le corps qui n'a pas d'affaire là, qui va, lui, s'accumuler dans les liquides. Donc, il faut vérifier qu'il en a rentré et qu'il en a sorti combien. Donc, ça, là, ça va être assez important comme votre rôle à faire. Donc, dans le fameux bilan limite liquidienne. Et quand on dit limite liquidienne, on vient contrôler notre sel. Notre sel provoque dans notre corps une rétention d'eau, ce qui fait que les liquides ne sortiront pas bien. On va favoriser une position semi-assise, hein? Donc vraiment comme vous voyez ici le dessin, pour favoriser une meilleure circulation. Et on va aussi surélever les jambes.
pour que le drainage se fasse plus facilement. On va faire des activités aussi selon la tolérance. Hein. C'est des gens qui ont de la difficulté à fonctionner. Donc, ça va être plus au ralenti, plus facile le repos. Donc, on va vraiment y aller selon tolérance. On va rassurer. Des fois, c'est des gens qui ont de la difficulté hein, quand le cœur ne fonctionne pas bien. Ils ont besoin d'être rassurés. Une bonne alimentation. Ici, on vous parle favoriser les protéines car la perte de masse musculaire est importante à long terme. Donc, on va vous parler de bonne alimentation. D'ailleurs, en passant, dans tout ce qui est en lien avec les problèmes cardio-respiratoires, on va souvent vous parler de la bonne alimentation. C'est jamais, il n'y a pas un médecin qui va vous dire hey, je pense pour t'aider, mange 3 trios Big Mac par jour, ça va être le fun. Il n'y a jamais ça va arriver. Fait qu'on parle vraiment de bonne alimentation. Et on va essayer aussi de regrouper les soins. On veut faire un environnement le plus calme possible et on va venir l'aider dans tout ce qui est ses AVQ, qui est les activités de la vie quotidienne et toutes les AVD. Ici, une petite erreur. Activités de la vie domestique à faire. Fait que voilà pour ça. Donc, c'était une autre maladie qui est insuffisance cardiaque que vous retrouverez à la page 28 et 29. Ensuite, une maladie suivante qui est l'insuffisance artérielle. Donc, l'insuffisance artérielle, en gros, c'est les artères qui ne fonctionnent pas bien. Donc, la déficience de la circulation dans les artères, ce qui prive les tissus de l'apport en oxygène et nutriments pour nécessaire au bon fonctionnement. Une d'ailleurs des causes, c'est de faire du cholestérol, le cholestérol étant des artères bloquées. Fait que c'est pour ça que ça circule moins bien. Donc, vous avez ici des belles images d'insuffisance artérielle. Qu'est-ce qu'on va avoir comme observation? On va avoir des douleurs aux jambes, des gens qui vont avoir de la claudification, qui vont boiter. Peut-être une peau un peu plus sèche, une perte de sensibilité. Donc, la jambe, souvent les extrémités, ça touche les extrémités, vont avoir de la difficulté on va avoir de la difficulté au niveau des sensations. Par la suite, on va aussi avoir la cyanose. La cyanose, c'est les extrémités bleutées. La pâleur de la peau, donc la peau plus pâle et les pieds froids. Pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement? Donc, qu'est-ce qui est possible de faire de ce côté-là? On va avoir peut-être éviter les blessures aux pieds. Donc, de marcher avec des bons souliers, des choses comme ça. Et favoriser la marche et les exercices adaptés parce qu'on veut une activité physique. Éviter la station debout prolongée et éviter la position assise trop longtemps. Donc là aussi, parce que justement, il y a une accumulation, puis on veut que ça circule mieux. Garder les membres atteints au chaud, dû au froid. En passant, quand on dit au chaud, c'est avec une couverture. N'allez pas mettre une bouillotte d'eau chaude là-dessus, parce que souvent, les gens qui ont une perte de sensibilité ne sentiront pas nécessairement cette chaleur-là et pourraient risquer de se brûler. Donc, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a eu des brûlures qui sont faites. Éviter la friction du membre affecté. Donc, éviter de frotter les jambes, de les frotter justement pour éviter, tu sais, des fois les masser, comme on pourrait dire ça, je le disais. Et maintenant, pour la suite, insuffisance veineuse. Insuffisance veineuse que vous retrouvez à la page 33. La différence est très simple. On parle d'une insuffisance artérielle, donc des artères, et une insuffisance veineuse, ce sont les veines. Donc, c'est dû à l'occlusion de valvules veineuses des jambes ou un reflux de sang à travers les valvules. Je vous explique facilement. Nos veines, comment elles sont faites? Si vous remarquez ici, mettons que le sang circule dans le sens de la flèche. OK? Donc, le sang passe et ensuite, les portes vont se refermer pour éviter que le sang revienne à sa position. OK? Donc, de ce côté-là. Mais lorsqu'on a une insuffisance veineuse, regardez ce qui s'est passé, c'est que nos valves ici sont endommagées et c'est ce qui amène la problématique. Attendez, c'est bon. Donc, différents stades. Donc, on parle de veine normale et regardez ici le cheminement qu'il peut avoir au niveau de varices ou des nœuds veineux, ensuite l'édème de la jambe et l'eczéma variqueux ou un ulcère tropique qu'on appelle. Donc, on voit ici les jambes là, qui sont plus maganées, mettons. OK? Fait que c'est vraiment le cheminement. C'est vraiment, vous allez observer ça au niveau de la jambe de la personne.
pour ça. Euh, Regardez aussi des manifestations de l'insuffisance veineuse. Ça, c'est vraiment des images. Regardez ici, on voit vraiment au niveau de la circulation, hein, de la jambe. Ici, des crevasses et vraiment la peau qui s'en vient vraiment défaite, là. La peau vraiment très maganée. Donc, l'édème dû au stase, la stase veineuse. La stase veineuse qui veut dire que le sang s'accumule à la place. Des douleurs, des veines superficielles plus dilatées, une peau sèche, que ça pique, le prurit qui veut dire que ça va piquer, et des ulcères, donc vraiment où ce que ça va venir percer, comme ça ici, et des dermatites, donc la coloration brunâtre qu'on va voir ici sur la peau, qui est représentée ici par les taches brunâtres. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'exercice, position semi-falleux qu'on dit, c'est donc, comme vous remarquez ici, toujours dans un angle, surélever les jambes, 15 à 30 minutes par 2 heures et garder surélevé la nuit. On va mettre des bas compressifs à mettre avant le lever qui vont venir faire une pression sur la jambe. On va, comme on dit, élever fréquemment les jambes au-dessus du niveau du cœur. Élever le pied de lit pour la nuit. Donc, comme vous avez vu ici, on va venir élever ça ici. Très facile à faire avec les lits hospitaliers. Favoriser la marche. Éviter la position stationnaire. Donc, on veut qu'il bouge. On ne veut pas qu'il reste debout trop longtemps. Porter des bandes symboliques. Éviter de croiser les jambes. Protéger les traumatismes, donc protéger les blessures qu'il pourrait avoir. Éviter les bains trop chauds. Petite parenthèse ici, si vous ne le savez pas, vous savez qu'un bain chaud, la chaleur va créer une dilatation. Donc, les vaisseaux vont s'ouvrir et ce qui pourrait devenir plus dommageable dans les cas ici. Ne pas masser les jambes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que, comme ici, si vous remarquez, si je masse la jambe, qu'il y ait un caillot, quelque chose qui monte, puis qui s'en vienne au cœur, au cerveau ou ailleurs. Et une bonne hygiène des pieds et des jambes, très important. Au niveau de changer les bas souvent, sécher entre les orteils, des trucs du genre, des soins d'hygiène de base. Pour ça. Okay, excellent. Donc, l'insuffisance veineuse et l'insuffisance artérielle qu'on a vue. Ensuite, une autre maladie que vous allez entendre parler souvent, l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle la HTA. C'est quand on dit tu fais de la pression aussi, c'est ça. On dit que c'est un tueur silencieux parce que souvent, il va apparaître habituellement, même des fois, les gens n'auront peut-être pas de symptômes en tant que tels, et très dur sur le corps et malheureusement peut amener des décès. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tueur silencieux. Très souvent, on va diagnostiquer l'hypertension artérielle lorsque les organes sont déjà touchés ou la présence de complications graves. Habituellement, les gens vont aller consulter pour un problème X et ils vont avoir cette particularité-là. Donc, l'HTA, ce qu'on nous dit, c'est une élévation anormale de la tension artérielle, qui est souvent une principale complication cardiaque, qui peut même avoir un impact sur notre système vasculaire, nos reins, puis même notre cerveau. Fait que, ça vient jouer quand même beaucoup, là, cette fameuse pression-là. Vous avez un petit peu l'information toujours à la page 34 et 35. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme manifestation? Qu'est-ce qu'une personne va avoir comme observation? Peut-être même ça vous est déjà arrivé, des fois quand tu avais un examen, là, le stress monte, puis là, ta pression là, dans le tapis. Là. Donc, il y en a beaucoup qui n'auront même pas de symptômes. C'est ça qui est le pire, c'est que ils ont été capables de gérer ça comme il faut. Fait qu'ils n'ont pas de symptômes pour ça. Souvent, tolérance à l'effort plus difficile avec une augmentation de la dyspnée qui veut dire de la difficulté à respirer. Bon, souvent, des fois, être étourdi, des palpitations, des céphalées, de la fatigue, hein, mal de tête intense, là, hein? Donc ça. Le faciès rouge, là, c'est intense d'un homme ici, là, mais tu sais, la face rouge, là, quelqu'un là, qui s'en vient d'être en crise, là, qui bouille, là, tu sais. Et on va avoir aussi des saignements de nez qui peuvent être apparentés de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr et certain qu'ici, là, le contrôle de la tension artérielle va être très important. Hein? Fait que là, ça va être un contrôle rigoureux. Le repos, souvent, dans certains cas. Un suivi médical important. Donc, d'aller consulter. Pas de sel. Le sel étant une accumulation de liquide, comme je vous ai dit, et qui amène la haute pression. De bouger, de faire un exercice. Hein? Ça, c'est sûr, il n'y a personne qui va vous dire « Hey, reste chez vous, ça va t'aider. » D'aller bouger, de marcher. Contrôler son poids. Hein? Souvent, l'hypertension artérielle est basée aussi sur un surplus de poids.
Et la cigarette, hein, il n'y a personne qui va vous dire « Hey, fume un paquet par jour, c'est bon pour toi. » là. La composante de toutes les toxines à l'intérieur du tabac, c'est dommageable et surtout encore plus dommageable sur la respiration. Et tout ça, c'est ensemble. Rester zen, hein, d'essayer de gérer son stress. Ça, c'est très important aussi. Et d'avoir une bonne alimentation qui, là aussi, peut venir enrayer beaucoup de problématiques et vous allez aider énormément sur la hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'on fait si c'est le cas? Vous avez les symptômes ici qui vont apparaître sur vos patients. On va vous dire d'aviser l'infirmière le plus rapidement possible, du repos, être en position assise, un environnement calme, éviter les activités après la crise jusqu'à un accord médical. Quand on dit, c'est qu'éviter, mettons, les efforts physiques intenses ou ces trucs-là, jusqu'à temps que le médecin vous dise que c'est correct. Favoriser la bassine, on ne veut pas qu'il fasse d'efforts justement en marchant pour aller à la toilette. Puis d'être une effort présence douce et chaleureuse, rassurante, calme de ce côté-là. Fait que, un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, environnement calme, OK. Amener la bassine, éviter le stress et arrêter de fumer. Pour ça. C'est bon? Fait que vous auriez les informations 34 et 35. Ensuite, pardon, selon le vidéo, quand vous allez écouter, on est peut-être en période de grippe. On a vécu aussi une période particulière avec le COVID-19, qu'on est peut-être encore dedans. Et donc, on vous parle ici de la fameuse grippe ou l'influenza. On vous dit un petit peu les particularités. Je vais très vite parce que peut-être vous en avez même déjà entendu parler quand vous avez fait, comme je vous disais un peu plus tôt, la compétence 6, qui veut dire infection et contamination. Peut-être qu'on a déjà parlé de ça aussi, qui fait partie des bactéries, là, qui est des systèmes contagieux. Fait que vous avez différents symptômes et comme je vous disais, là, ici, j'ai fait une copie du tableau à la page 37. Vous avez vraiment les besoins perturbés. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, pour les aider? Fait que ça pourrait être à vérifier. Ici, je trouvais ça intéressant. Je l'ai mis, mais vous l'avez, c'est sûr, dans votre guide, pardon, à la page 37, mais d'être capable de différencier entre une grippe et un rhume. Souvent, c'est la question particulière, c'est qu'est-ce que c'est un rhume ou une grippe que la personne fait? Fait que là, vous avez différents symptômes, observations à faire. Ici, je trouvais ça intéressant. Ce qu'il faut savoir sur la grippe saisonnière, donc fièvre et compagnie. Donc, ici, les mesures à prendre. Que faire quand vous avez la grippe? Bien, en partant, le lavage de mains. On sait qu'on est dans une situation particulière présentement et il faut se laver les mains. Hein? On en parle énormément. Fait que des petites choses de base. Fait qu'ici, petite présentation. Ensuite, on vous parle aussi, toujours en lien avec un peu la grippe, on vous parle de la pneumonie. Pneumonie étant une maladie respiratoire, souvent causée, souvent la pneumonie et la grippe vont causer énormément de décès par année. Là, ici, vous avez des chiffres qui datent de 2014, vous allez me dire, mais c'est quand même, ça vous démontre qu'il y a quand même beaucoup de cas. Malheureusement, la pneumonie va toucher les gens plus âgés, donc les gens qui sont plus vulnérables, avec un système immunitaire plus faible. Et on nous dit aussi qu'on peut toucher des gens plus faibles, étant donné les nouveau-nés, les enfants de moins de 5 ans, qui commencent leur système immunitaire. Et on parle aussi des personnes âgées, ici, qui sont les personnes à risque. Ce qu'on vous décrit, là, vous pourrez prendre le temps, là, vous avez toutes les présentations dans le bloc que je vous ai fait ici. Prenez le temps de le lire. Et ici, vous voyez un peu l'exemple. Moi, j'aime bien essayer avec des exemples. Vous avez une alvéole, donc c'est ce qui vous fait respirer, hein, l'alvéole. Vous voyez qu'elle est simple. Et regardez à côté, c'est rempli de liquide. Donc, ce liquide-là qui est purulent, qui est du pu, c'est ça qui arrive lorsqu'on fait une pneumonie. OK? Et ça m'amène aussi à un sujet que vous allez peut-être entendre parler aussi dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle une pneumonie par aspiration. Ce que c'est ça en français, c'est que la personne qui va consommer quelque chose, donc souvent du liquide, et le liquide, malheureusement, elle a des problèmes de déglutition, donc de la dysphagie, et le liquide s'en va, au lieu de s'en aller dans l'estomac, il s'en va dans les voies respiratoires. Ce qui amène donc du liquide qui n'a pas d'affaire là. Fait que c'est ça quand on dit une pneumonie d'aspiration. C'est là que les gens pourraient risquer de faire ce genre de pneumonie-là, donc du liquide qui n'a pas d'affaire là. C'est le pourquoi, d'ailleurs, qu'on va épaissir des liquides chez beaucoup de personnes. On pourra peut-être en reparler plus tard, mais donc on va être obligé d'épaissir les liquides parce qu'on veut qu'ils passent
plus facilement, puis qu'on veut pas, qui passent, pardon, moins facilement dans les voies respiratoires, mais plus facilement dans l'œsophage pour aller dans l'estomac. OK? Pour ça. Vous avez ici un peu la même chose que on parlait tantôt, donc des symptômes de la pneumonie. Puis vous remarquerez, hein, c'est des choses de base là, qui sont souvent, qui reviennent, là, semblables à notre grippe de tantôt ici. Là. Donc, c'est des choses qui se ressemblent énormément. On parle de problèmes respiratoires. Ça. Bon. Ensuite, la fameuse MPOC. MPOC qui veut dire une maladie pulmonaire obstructive chronique. Ça va venir comprendre deux grandes maladies qu'on verra là, qui sont la bronchite chronique et l'emphysème. Donc, deux maladies qui vont se développer très lentement, hein, que c'est vraiment une période, c'est long d'évolution pour ces maladies-là. Et souvent, une personne peut avoir les deux maladies. Donc, c'est possible d'être MPOC, on va faire MPOC, mais elle peut être aussi atteinte de l'emphysème et de la bronchite chronique. Fait que là, ici, on vous parle un peu de l'emphysème, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais y aller par l'exemple, OK? Vous pourrez regarder, faire la lecture. Ce qu'on nous dit, c'est que lorsqu'une personne est emphysème, c'est que ici, on a la bronche normale, et regardez au bout, sont les petits sacs des alvéoles, c'est les grappes de raisin. Mais là, regardez ce qui se produit lorsqu'une personne est emphysème. C'est comme si les grappes de raisin là, sont rendues hyper dilatées. Puis regardez à l'intérieur de la bronche, là, comment que ça peut être fermé par rapport à là ici. Donc, c'est ça ici qui se produit. C'est que la dilatation des alvéoles, l'air demeure emprisonné à l'intérieur après l'expiration. L'expiration qui devrait sortir l'air, mais là, elle y en reste, fait que l'alvéole, elle vient gonfler. C'est ça qui va être particulier. D'ailleurs, chez les gens atteints d'emphysème ou d'EMPOC, souvent une observation qu'on va faire, c'est qu'ils vont avoir le thorax en tonneau. Donc, le thorax va être très gonflé. Ça me fait penser, puis là, je ne veux pas dire que les chanteurs d'opéra sont tous comme ça, mais souvent, les chanteurs d'opéra doivent pousser leur voix, mais ça me donne cette impression-là. C'est comme s'il y avait un thorax plus volumineux, mais ils ne chantent pas de l'opéra. C'est vraiment la maladie. Et ce qui peut être aussi en lien, comme j'ai dit tantôt, la bronchite chronique, qui, elle, ce qu'elle va faire, c'est une bronchite, c'est de l'accumulation, c'est du mucus hein, qui est là. Ben, c'est toujours du mucus. La personne ne peut pas dire ah, ben, j'ai fait une bronchite, je m'en suis guéri avec des antibiotiques. Ici, on parle vraiment de chronique, donc c'est en tout temps. Et là, regardez, ici, on voit vraiment qu'il y a une accumulation de sécrétions à l'intérieur de ce côté. C'est vraiment ce qu'on va voir, la bronchite chronique. Et là, quand on regarde les maladies pulmonaires obstructives, les MPOC ici, on parle donc de la toux. Hein, on voit ici l'orthopnée, difficulté à respirer, coucher. Fait que là, quand on regarde, là, c'est vraiment toutes des choses qui ont un lien avec la respiration. Hein. C'est sûr que notre besoin premier est respirer. Hein, qui dit qu'est-ce que nous, on peut faire. Donc, les expectorations et l'asthénie, donc le fait de ne pas faire rien, et la perte de poids et la perte de l'appétit. Donc, ça ici, page 40. Ce qui complète, en gros et en résumé, la compétence, le chapitre 1 de la compétence 4. Donc, je vous rappelle de ne pas vous gêner si vous avez des difficultés, vous voulez me poser des questions. Gênez-vous pas, envoyez-moi un petit courriel, commentez sur la page de Classroom, comme bon vous semble. Fait que ça m'a fait plaisir et gênez-vous pas. Et d'autres capsules viendront pour vous détailler chaque système un à la fois. Donc sur ce, merci. Petite note complémentaire, oui, il se peut que certaines pages, certaines références, certains liens soient différents, étant donné que la vidéo a été faite un petit peu dans le passé. Pourquoi réinventer la roue, hein, comme on dirait? Donc voilà, c'est pour ça qu'il se peut que oui, peut-être qu'il va y avoir des petits changements, mais je pense rien d'important, rien de majeur, trop difficile pour vous. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je vais aussi mettre certains liens. Vous verrez en dessous de la présentation différents liens complémentaires pour peut-être mieux comprendre différentes maladies, différentes explications du système. Voilà.